L'info en continue sur Al24 News. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres de l'actualité de ce 19h Info. 2 civils palestiniens succombent à leurs blessures et tombent en martyrs à Gaza. Les violations sionistes du cessez-le-feu deviennent récurrentes et menacent la stabilité de la trêve. Un responsable du Hamas ciblé par l'armée sioniste au Liban, il est abattu par une frappe au volant de sa voiture. Une agression qui survient à la veille de la date fixée pour le retrait des soldats de l'occupation dans le cadre du cessez-le-feu en vigueur. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf fait escale à Maputo où il sera reçu par le président Chapo. La coopération entre l'Algérie et le Mozambique au programme de cette visite officielle. L'Algérie se félicite de la classification par l'UA de l'esclavage, la déportation et la colonisation comme crimes contre l'humanité. S'honore d'avoir été mandatée par le sommet africain à l'effet d'assurer la mise en œuvre de cette décision sur le plan international. Et puis Washington et Moscou ont pourparlé à Riyad. Va-t-on enfin assister à la fin du conflit en Ukraine? Élément de réponse dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est en pleine période de trêve que 2 Palestiniens sont tombés en martyrs ce lundi à Gaza en succombant à leurs blessures. Touchés par les balles de l'armée d'occupation il y a 2 jours, respectivement à Rafah et Khan Younes, les 2 martyrs font partie d'une longue liste de civils palestiniens tués par l'entité sioniste depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 19 janvier dernier. Et le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est alourdi en ce lundi 17 février à 48 284 martyrs et 111 709 blessés, et ce depuis le 7 octobre 2023. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 13 martyrs et 16 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Ce n'est pas uniquement à Gaza que la Palestine est meurtrie dans sa chair, car au même moment, ce génocide sioniste aux dimensions multiples se déroule également en Cisjordanie occupée. Pour le 28e jour consécutif, les forces de l'occupation poursuivent leur agression contre la ville de Jénine et son camp. Dans ce contexte, environ 20 000 personnes ont été déplacées sur fond de destruction massive doublée d'une grave crise humanitaire, tandis que plus de 470 installations et maisons ont été totalement ou partiellement détruites par les bombardements et les destructions continues. À noter également que l'occupation a pour rappel arrêté 160 citoyens de Jénine et de son camp et soumis des dizaines d'autres à des enquêtes sur le terrain alors qu'elle a mené plus de 153 raids contre des maisons et 14 bombardements aériens. Et ces mêmes forces d'occupation sionistes ont arrêté dans la nuit de dimanche à lundi 25 Palestiniens au moins, dont des enfants et d'anciens prisonniers, dans plusieurs gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, selon un communiqué conjoint de la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens. Il s'agit en l'occurrence des gouvernorats d'El Khalil, Ramallah, Tulkaram et Jénine. Selon la même source, les campagnes d'arrestation sont accompagnées d'exécutions et d'enquêtes sur le terrain, d'agressions et de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus du sabotage et de la destruction des infrastructures et des maisons appartenant aux Palestiniens. Un génocide à dimension multiple, je vous le disais tantôt, ce n'est pas une vue de l'esprit, car l'entité sioniste continue de porter son escalade meurtrière au-delà des frontières de la Palestine occupée. C'est au Liban qu'un responsable du Hamas a été pris pour cible et tué via une frappe de l'armée d'occupation. Un corps sans vie a été retiré de la voiture ciblée par la frappe de l'armée sioniste dans la ville de Saïda après que les pompiers ont éteint l'incendie, a-t-on
en effet appris de la part de l'agence de presse ANI. Celle-ci précise que cette attaque intervient à la veille de la date fixée pour le retrait des soldats de l'occupation dans le cadre du cessez-le-feu entré en vigueur au Liban fin novembre dernier. Et le Liban a appelé lundi les garants du cessez-le-feu à sommer l'entité sioniste de retirer ses soldats du sud du pays dès le 18 février. Conformément aux termes de l'accord de trêve, la présidence libanaise a déclaré dans un communiqué poursuivre les contacts à différents niveaux pour pousser l'entité sioniste à respecter l'accord, à se retirer à la date prévue et à libérer les prisonniers. Selon les termes de l'accord, l'armée sioniste était censée avoir achevé le 26 janvier dernier son retrait du sud du Liban, où seule l'armée libanaise et les casques bleus des Nations Unies devaient être déployés. Et même son de cloche du côté du Hezbollah qui, par le biais de son chef Naïm Qassem, a déclaré que l'entité sioniste devait se retirer complètement du Liban d'ici demain. Israël doit se retirer complètement le 18 février. Elle n'a aucun prétexte. Si l'armée israélienne reste à un endroit précis, elle occupe l'endroit où elle se trouve encore après avoir refusé de mettre en œuvre l'accord. Comment traiterons-nous l'occupant? Nous ne lui dirons pas comment nous traiterons l'occupant. Tout le monde sait comment se traite une occupation. Le problème ne réside pas dans le fait que l'on se préoccupe de la sécurité des civils dans un moment difficile. Le problème est que cela constitue une mise en œuvre d'un ordre israélien. Nous sommes face à un vrai problème. Qu'en est-il de la souveraineté nationale? Laissons l'avion atterrir et voyons ce que Israël va faire à ce sujet. En Iran, le guide suprême Ali Khamenei prend la parole pour mettre en garde contre les ennemis de la République islamique qui cherchent, selon lui, à manipuler l'opinion publique en Iran afin de diviser la population. L'ayatollah Ali Khamenei a déclaré que son pays disposait de solides capacités pour répondre à la menace. Aujourd'hui, nous n'avons aucune inquiétude concernant la défense ou les menaces militaires de l'ennemi. La République islamique d'Iran possède de solides capacités pour contrer de telles menaces, assurant un haut niveau de sécurité à son peuple. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ismail Baghaï, a quant à lui répondu aux menaces de Netanyahou, les considérant à la fois comme une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies. Dans un monde idéal où l'état de droit est à la base de l'action des relations de la communauté internationale, menacer autrui constituerait à la fois une violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies. Et l'auteur de ces paroles et celui qui profère une telle menace devraient être tenus pour responsables au niveau international. Allez, ouvrons à présent le dossier africain avec la célébration de la journée du Shahid en Algérie, à la veille du 18 février, date commémorant le Shahid, symbole de la révolution de libération et de la nation algérienne. Le président Abdelmajid Tebboune a adressé un message à la nation dans lequel il rend hommage au courage, à l'abnégation et les sacrifices de ces valeureux combattants dont le sang a été versé pour que l'Algérie puisse recouvrer sa liberté tout en louant le legs qu'ils ont laissé au peuple et à la nation algérienne dont la renaissance sur la voie qu'ils ont tracée serait la plus belle preuve de la fidélité aux valeurs qu'ils incarnent. Escale au Mozambique pour le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf. Chargé par le président Abdelmajid Tebboune, Attaf est arrivé lundi à Maputo pour une visite officielle qui s'inscrit dans le cadre des efforts communs visant à donner un plus grand élan aux relations d'amitié et de solidarité historique entre l'Algérie et le Mozambique. Au cours de son séjour, Ahmed Attaf sera reçu par le président du Mozambique, Daniel Francisco Chapo. Il tiendra également une séance de travail avec son homologue mozambicain
mozambicaine Maria Manuela dos Santos Lucas, selon les précisions apportées par les affaires étrangères algériennes. Et l'Algérie s'est félicitée lundi de l'adoption par la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine de la décision relative à la classification de l'esclavage, de la déportation et de la colonisation comme des crimes contre l'humanité et comme des génocides, a en effet indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. À noter que l'Algérie a été mandatée par le sommet africain aux côtés de l'Afrique du Sud, du Togo et du Ghana à l'effet d'assurer la mise en œuvre de cette décision sur le plan international. L'Algérie, qui a connu pendant 132 ans de son histoire les affres et les horreurs d'une colonisation de peuplement unique en son genre, soutient avec force cette décision qui représente une étape majeure dans le processus de quête de reconnaissance, de justice et de réparation des crimes subis par les peuples africains. Comme demandé par ce sommet, l'Algérie ne ménagera aucun effort à s'acquitter de cette mission avec tout l'engagement et toute la détermination qui puisent leur inspiration des sacrifices consentis par l'ensemble des peuples africains au service de la libération de leurs États et du recouvrement de leur souveraineté et de leurs indépendances. Le 38e sommet de l'Union africaine s'est donc clôturé hier à Addis Abeba sur une note d'espoir, et c'est un continent déterminé à avancer sur le chemin de la réparation des injustices qui se dresse désormais comme un seul homme. On ligne de mire également le développement socio-économique de l'Afrique à travers notamment la mobilisation des investissements et le financement africain pour la mise en œuvre de l'agenda 2063. L'Afrique, un continent riche par son histoire, ses cultures et ses ressources, se tourne résolument vers l'avenir. Un avenir ambitieux, tracé par l'agenda 2063, une feuille de route collective pour le développement socio-économique du continent. Le sommet de 2 jours, qui a réuni les dirigeants des pays membres de l'Union africaine à Addis Abeba, capitale éthiopienne, s'est conclu dimanche par un appel à remédier aux injustices historiques et à lancer des initiatives pour le développement de l'Afrique, et ce, à travers l'agenda 2063 qui vise à faire de l'Afrique une puissance économique mondiale dans les années à venir. Notre proposition était de créer un fonds de réparation pour l'Afrique qui pourrait être orienté vers la justice économique, le développement des compétences, le transfert de technologies, l'industrialisation, l'éducation et la santé. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit pour le continent africain. Les objectifs de ces réunions sont clairs: éradiquer la pauvreté, renforcer l'intégration régionale, promouvoir la gouvernance démocratique et créer une prospérité collective. En parallèle, la révolution technologique en Afrique a été au centre des débats au cours de cette 38e session ordinaire du sommet de l'Union africaine. L'Afrique doit participer activement à la course technologique mondiale pour garantir que nous soyons des acteurs compétitifs dans un paysage numérique en pleine évolution, tout en veillant à bénéficier équitablement de cette révolution technologique. L'Afrique, forte de ses 1,4 milliard d'habitants, doit désormais dépasser les cicatrices du passé, en particulier celles liées aux périodes de colonisation et de conflits internes. Ce sommet appelle à une réconciliation collective afin que chaque pays, chaque peuple puisse se concentrer sur un objectif commun: la prospérité, la paix et la stabilité pour tous. Je pense que la meilleure façon de mettre en œuvre ce nouveau thème est de veiller à regarder vers l'avenir, de ne pas regarder en arrière et de faire le point sur le passé, afin de garantir que nous construisions un avenir meilleur pour nous-mêmes et nos enfants. L'agenda 2063 est un plan d'action concret qui, grâce à des partenariats stratégiques solides, verra l'Afrique prendre sa place sur la scène mondiale en tant que moteur de développement, de prospérité et de stabilité pour ses populations. Crise en RDC, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est alarmée par l'aggravation rapide de la crise humanitaire, une crise humanitaire accentuée par la détérioration de la situation sécuritaire et la multiplication des violences qui entravent la fourniture d'une aide à grande échelle et empêchent les équipes du HCR d'accéder aux déplacés.
Dans ce camp de réfugiés, au milieu des tentes, de nouveaux arrivés s'affairent à construire des abris de fortune pour ces réfugiés. Tout ce qui peut servir à bâtir un toit est utilisé. Dans leur fuite, de nombreuses familles de déplacés internes ont été séparées, parmi eux cette veuve de 55 ans qui, séparée de ses enfants durant leur fuite de leur village vers Goma, se demande si elle les reverra un jour. J'ai 5 enfants, certains d'entre eux ont fui. Je ne sais pas si je les retrouverai. Certains sont allés au lac, mais je ne sais pas où sont allés les 2 autres. Je ne sais pas s'ils ont suivi les autres ou s'ils se sont perdus. Je ne peux pas le dire. Selon les estimations de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, les violences qui touchent l'est de la RDC depuis des semaines ont conduit à la destruction de quelques 70 000 abris d'urgence autour de Goma et Minova, dans le nord et le sud Kivu, laissant des centaines de milliers de déplacés internes sans toit. Une dégradation rapide de la situation, aggravée par l'incapacité des humanitaires à accéder aux déplacés, alerte le HCR. La protection des civils reste un défi majeur. Le nombre de personnes déplacées est indéterminé. Les Nations Unies travaillent ensemble entre les agences humanitaires pour voir comment nous pouvons coordonner au mieux nos interventions. Au début des combats, nous avions plus de 700 000 déplacés internes à Goma et dans les environs, ce qui est très triste. Pourtant, des efforts pourraient être faits juste pour trouver un accord et arrêter ces combats dont les victimes et les conséquences sont toujours sur la population civile. Une situation sécuritaire instable et une crise humanitaire qui s'accentue de jour en jour. Tel est donc le climat inconfortable qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. La crise risque malheureusement de s'aggraver davantage à mesure que les populations fuient vers des zones où l'aide humanitaire ne peut les atteindre en raison de l'insécurité et des déplacements continus. La destruction des établissements de santé et les hôpitaux surpeuplés augmente également le risque de propagation de maladies infectieuses, ce qui représente une réelle menace de santé publique. Dans l'actualité de ce 19h également, la situation au Soudan. Abdel Fattah al-Burhan, chef du Conseil de la transition, rejette la formation d'un gouvernement de transition sous des dictats extérieurs. Aucune solution extérieure ne sera imposée au peuple soudanais, dit-il, dans un discours prononcé aujourd'hui à Port-Soudan au sujet d'une éventuelle formation d'un gouvernement qui devait être annoncé le 18 février par les forces paramilitaires de soutien rapide et les politiciens alliés. Aucune solution extérieure ne le sera imposée. J'envoie un message à l'Union africaine et aux Nations unies. Le peuple soudanais n'acceptera pas qu'on lui impose une quelconque personne ou un quelconque gouvernement. Il n'acceptera pas d'avoir Habdouk ou toute autre personne. Pour Abdel Fattah al-Burhan, il est hors de question qu'une personne qui ne s'est jamais battue pour le peuple dirige le pays. On l'écoute à nouveau. Ceux qui veulent diriger le Soudan doivent venir se battre aux côtés du peuple soudanais. La priorité va à ceux qui se battent maintenant, à ceux qui peuvent diriger le Soudan et le protéger. Ceux-là ont la priorité. Ces traîtres de l'extérieur qui parlent au nom du peuple soudanais ne peuvent pas venir et ne viendront pas. Ils n'osent pas rêver de diriger cet État soudanais. Nous leur disons clairement et nous disons à l'Union africaine et à l'IGAD, économisez vos efforts et ne vous épuisez pas dans des questions inutiles qui ne satisferont pas le peuple soudanais. Près de 2 ans de conflit au Soudan avec à l'arrivée une situation de crise inextricable en matière de droits humains. Alors que les 2/3 de la population ont aujourd'hui besoin d'une aide d'urgence, les habitants du camp de déplacés de Zamzam, où se réfugient des milliers de personnes, sont frappés par la famine. Ils décident de retourner à Al-Fashar. Près de 22 mois de conflit interne au Soudan, les Soudanais sont confrontés à des violations généralisées des droits humains et du droit humanitaire. Violences, morts, famine et déplacements. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées, beaucoup cherchant refuge à Zamzam, augmentant la population du camp à 1 million de personnes. Les habitants du camp de déplacés de Zamzam, frappés par la famine, retournent à El Fasher après une ascension des attaques des RSF.
Il y a actuellement un exode inverse de Zamzam vers El Fasher, une émigration inverse de Zamzam vers El Fasher. Depuis le début de cette situation, il y a environ 8 attaques à El Fasher. Le bilan des morts est jusqu'à présent 6 femmes, 8 enfants, 9 hommes et 2 membres de l'organisation. Selon les habitants et les médecins du camp de Zamzam, les forces de soutien rapide du Soudan ont attaqué le camp en tentant de resserrer leur empire sur leur bastion du Darfour, tout en perdant du terrain face à l'armée dans la capitale Khartoum. Cette semaine, les RSF ont mené de multiples attaques contre les habitants de Zamzam. Selon les personnes présentes sur le camp, ces déplacés qui retournent à El Fasher, une région où les RSF empêchaient l'acheminement de l'aide. Il existe une résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2736, qui stipule expressément que la ville d'El Fasher ne doit pas être assiégée et que l'acheminement de l'aide ne doit pas être empêché. Mais les milices ne se sont pas engagées à respecter la résolution et continuent d'empêcher l'acheminement de l'aide. Notre question est la suivante. Que vont-ils faire, ceux qui ont émis la résolution? Si nous retardons, ne serait-ce que d'un jour, l'autorisation de déplacer l'aide, le monde va basculer et ils disent que la Commission impose des restrictions, empêche et retarde l'acheminement de l'aide. Ce n'est certainement pas vrai. Les derniers combats ont durci les lignes de bataille entre les deux forces en conflit. Une situation qui favorise l'effondrement des services de base et plonge la population dans une souffrance effroyable. Va-t-on enfin tourner la page du conflit en Ukraine? Il est temps pour nous d'ouvrir le dossier du conflit avec la confirmation par Washington de la tenue d'une réunion avec Moscou prévue mardi à Riyad, capitale saoudienne. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le secrétaire à la sécurité nationale du président américain Mike Waltz et l'envoyé spécial pour le Moyen-Orient Steve Witkoff représenteront les États-Unis lors de cette rencontre selon le département d'État américain. Côté russe, le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov et Yuri Ushakov, conseiller diplomatique de Vladimir Poutine, doivent quant à eux s'envoler dès aujourd'hui pour Riyad selon le Kremlin. Il y a 2 mois à peine, tout le monde, à l'exception peut-être de la Russie et de pays qui nous sont amis, parlait de la nécessité de poursuivre la guerre à tout prix. Il est encourageant de constater aujourd'hui que tout le monde essaie de discuter de ce qui doit être fait pour arrêter la guerre à tout prix. C'est un fait positif. Nous verrons pour le reste. Les Européens parlent beaucoup de troupes de maintien de la paix maintenant. Les Français comme les Britanniques, c'est vrai, mais nous connaissons les règles de déploiement des troupes de maintien de la paix. Jusqu'à présent, aucune discussion de fond n'a eu lieu sur ce sujet. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, a reçu ce lundi le secrétaire d'État américain Marco Rubio à Riyad lors de la première visite du responsable américain à son nouveau poste. À noter que plus tôt dans la journée, Rubio s'est entretenu également avec le chef de la diplomatie saoudienne, Faisal Ben Farhan. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que son pays ne prendra pas part aux négociations entre les États-Unis et la Russie. Il déclare que Kiev n'était pas informé des prochains pourparlers à Riyad, ajoutant que l'Ukraine ne reconnaîtra pas les accords conclus sans sa participation. L'Ukraine ne participera pas, l'Ukraine n'en savait rien. L'Ukraine considère que toute négociation sur l'Ukraine sans l'Ukraine n'a aucun résultat. Nous ne reconnaîtrons pas de tels accords. J'ai dit au président Trump que nous voulions signer un accord, mais lorsque nous avons examiné les détails, nous avons constaté qu'il n'y avait aucune garantie de sécurité. Les garanties de sécurité doivent être reflétées d'une manière ou d'une autre dans ce mémorandum.
Et pourquoi l'Europe serait invitée à se joindre à d'éventuelles négociations sur un règlement de paix en Ukraine si les politiciens européens veulent que la guerre continue? Question posée par le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov lors d'une conférence de presse avec son homologue serbe. Avant les négociations américano-russes, Lavrov a déclaré que l'Europe avait déjà eu plusieurs occasions de s'impliquer dans un règlement de l'Ukraine et qu'il ne savait pas comment les États européens contribueraient s'ils étaient invités à la table des négociations compte tenu de leur position sur la guerre. Соединенные Штаты играют главную роль в украинском кризисе с самого его начала. C'est la fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al24 News. À très bientôt.